Jacques, un jeune homme de 27 ans, travaillait comme gardien dans un sanatorium aux États-Unis. Pour lui, ce travail n'était pas seulement un moyen de payer ses études universitaires, c'était un pas vers son rêve de devenir psychologue. Sa tâche principale consistait à nettoyer les chambres des personnes âgées, un travail simple qu'il accomplissait avec dévouement. Cependant, au fil des jours, Jacques se rendit compte que ses responsabilités allaient au-delà de celles décrites dans son contrat. Souvent, les membres du personnel supérieur, soit surchargés, soit habitués à déléguer des tâches, lui demandaient d'administrer des médicaments et, dans certains cas, même de s'occuper des patients. Pour beaucoup, cela aurait pu être considéré comme de l'exploitation ou une déviation de ses devoirs, mais Jacques le voyait différemment. Il acceptait ces tâches avec enthousiasme car elles lui donnaient l'opportunité de se rapprocher des patients et d'apprendre directement les complexités de l'esprit humain. L'interaction avec les personnes âgées était quelque chose qui le fascinait. Vraiment. Chaque patient portait en lui une vie d'histoire, d'émotions et d'expérience, et Jacques, toujours curieux et attentif, voyait ces histoires comme une source d'apprentissage inestimable. Il aimait entendre comment ces hommes et ces femmes, désormais pour la plupart fragiles et silencieux, avaient vécu leur vie. Il y avait quelque chose de profondément humain et émouvant dans leurs récits, quelque chose que les livres et les cours théoriques ne pouvaient pas enseigner. Au début, Jacques se contentait d'écouter, absorbant chaque détail comme une éponge. Avec le temps, il commença à poser des questions, non seulement sur les faits des histoires, mais aussi sur les sentiments et les motivations qui les sous-tendaient. Il voulait comprendre ce qui les avait conduits là, non seulement au sens physique, mais aussi émotionnellement et psychologiquement. Certaines histoires étaient tristes, comme celle de M. Thompson, qui avait perdu sa femme à cause d'un cancer et n'avait jamais surmonté la douleur, passant les dernières années de sa vie dans la solitude et la dépression. D'autres étaient pleines de regrets, comme celle de Madame Davis, qui avait toujours rêvé de voyager à travers le monde mais n'avait jamais eu le courage de quitter la ville où elle était née. Mais il y avait aussi des histoires de dépassement et de résilience, comme celle de Monsieur Garcia, un immigrant qui, après des décennies de dur labeur, a réussi à construire une vie meilleure pour sa famille. Même maintenant, affaibli par l'âge, il était toujours fier de ses réalisations et aimait partager ses leçons de vie avec Jacques. Ces moments faisaient que Jacques se sentait connecté à quelque chose de plus grand que lui-même. Il ne voyait pas les patients simplement comme des cas ou des études, mais comme des individus ayant vécu des vies complexes, avec des triomphes et des tragédies, des joies et des peines. Cette connexion était l'une des choses qui le motivait le plus à continuer ses études. Il savait qu'en tant que psychologue, son travail serait d'écouter, de comprendre et, si possible, d'aider. Et ces histoires, ces vies, lui donnaient une compréhension pratique et profonde de la nature humaine qu'aucun livre ne pouvait offrir. De plus, Jacques commençait à remarquer des schémas dans les histoires qu'il entendait. Il observait que beaucoup de personnes âgées avaient des problèmes similaires, comme la solitude, les regrets et l'isolement émotionnel. Ces observations commençaient à façonner sa vision de ce qu'il voulait accomplir en tant que psychologue. Il ne voulait pas être seulement un professionnel qui prescrivait des traitements ou faisait des diagnostics. Il voulait être quelqu'un qui aidait les gens à trouver un sens et un but, même dans les moments les plus sombres de leur vie. Au fil du temps, Jacques a développé un lien spécial avec certains patients. Ils ont commencé à lui faire confiance, non seulement en tant que gardien qui nettoyait leur chambre, mais aussi en tant qu'ami avec qui il pouvait parler. Pour beaucoup, il est devenu le moment fort de leur journée, quelqu'un qui écoutait sans jugement et offrait une présence chaleureuse et solidaire. Cette relation a également rendu Jacques plus conscient des lacunes du système de soins. Il a vu comment de nombreuses personnes âgées étaient négligées, traitées comme des chiffres sur un graphique plutôt que comme des êtres humains avec des besoins émotionnels et psychologiques. Cela a renforcé sa détermination à faire une différence, à devenir un psychologue qui regardait au-delà des symptômes et traitait les gens dans leur ensemble. Alors qu'il jonglait entre son travail au sanatorium et ses études universitaires, Jacques a réalisé qu'il grandissait non seulement en tant qu'étudiant,
mais aussi en tant qu'être humain. Les leçons qu'il apprenait des personnes âgées façonnaient sa vision du monde, et il savait que lorsqu'il obtiendrait enfin son diplôme et commencerait à pratiquer la psychologie, il emporterait avec lui toutes les histoires, toutes les vies qu'il avait touchées et qu'il avait touchées. Le sanatorium n'était pas seulement un lieu de travail, c'était l'endroit où il a découvert son objectif. Où il a réalisé qu'en fin de compte, ce que tout le monde recherchait, d'une manière ou d'une autre, c'était d'être compris, écouté et, surtout, de se souvenir. Le travail de Jacques au sanatorium était simple, et la routine quotidienne n'apportait que rarement quelque chose d'inattendu. La plupart des jours suivaient un schéma prévisible, sans événements significatifs pour rompre la monotonie. Cependant, un jour, Jacques a commencé à remarquer un patient qui se distinguait d'une manière subtile mais frappante. Elle avait environ 60 ans, mais quelque chose dans son apparence suggérait qu'elle avait autrefois été plus jeune que son âge ne l'indiquait. Peut-être était-ce l'éclat fané, mais encore présent, dans ses yeux ou la douceur de ses traits, qui semblait résister à l'usure du temps. Cette dame suscitait une certaine inquiétude parmi le personnel du sanatorium, non pas parce qu'elle était agressive ou difficile à gérer. En fait, c'était son comportement réservé et énigmatique qui attirait l'attention. Elle parlait rarement, et lorsqu'elle le faisait, ses paroles n'étaient que des murmures déconnectés, prononcés dans un ton presque inaudible. C'était comme si sa voix avait été oubliée depuis longtemps, ne laissant que des échos lointains de quelque chose qui avait été autrefois complet. Jacques, qui avait toujours été intéressé par les histoires des patients, a rapidement réalisé que cette femme était différente des autres. Elle se tenait à l'écart des autres, comme si elle préférait la solitude. Son regard, presque toujours perdu, exprimait une profonde tristesse, une mélancolie qui semblait enracinée dans quelque chose au-delà de la compréhension immédiate. Malgré son comportement réservé, elle montrait une gentillesse silencieuse. Lorsque Jacques lui donnait ses médicaments, elle ne manquait jamais de hocher la tête en signe de remerciement, même si ses yeux restaient fixés sur un point distant. Lorsqu'il entrait pour nettoyer sa chambre, elle sortait sans protester, attendant patiemment à la porte jusqu'à ce qu'il ait fini. À son retour, elle le remerciait à nouveau d'un léger hochement de tête, un simple geste, mais qui révélait une courtoisie et une politesse qui semblaient déplacées dans cet environnement. Au fil du temps, Jacques a commencé à se sentir intrigué par cette femme. Il se demandait ce qui avait bien pu se passer dans sa vie pour la laisser dans un tel état, piégée dans un monde de murmures et de solitude. Qu'est-ce qui l'avait amenée au sanatorium? Quel secret gardait-elle dans son esprit, maintenant enveloppé dans des nuages de tristesse? Ces questions ont commencé à occuper ses pensées alors qu'il vaquait à ses tâches quotidiennes. Peu à peu, Jacques a ressenti un désir croissant de se rapprocher d'elle, de tenter de comprendre son histoire. Il savait qu'en tant que gardien, son interaction avec les patients devait être limitée, mais quelque chose le poussait à aller au-delà. Peut-être était-ce son intérêt pour la psychologie, ou peut-être était-ce simplement l'empathie qui l'avait toujours guidé dans la vie. Quoi qu'il en soit, il a décidé qu'il essaierait, lentement, de gagner la confiance de cette femme mystérieuse et, peut-être, d'aider à soulager la douleur qui semblait l'étouffer. Cependant, cette décision ne serait que le début d'un voyage qui révélerait bien plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer, tant sur la patiente que sur lui-même. Cet après-midi froid et pluvieux marqua le début d'un changement significatif dans la routine de Jacques. La dame, qui n'était jusque-là qu'une patiente silencieuse et isolée, révélait maintenant un besoin urgent de communiquer. Jacques, touché par la simplicité et la sincérité de sa demande, décida de l'aider, même en sachant qu'il prenait un risque. Lorsqu'il apporta le carnet et le stylo, il ressentit un mélange d'anxiété et de curiosité. Il savait qu'en enfreignant les règles, il pourrait mettre son emploi en péril, mais quelque chose à propos d'eux. Cette femme lui faisait croire que ce qu'elle avait à dire était important. Au moment où la dame écrivit « Merci », Jacques comprit la profondeur de sa gratitude. Ces quelques lettres, écrites d'une main tremblante, suffisaient pour qu'il sente qu'il faisait la bonne chose. Peu de temps après,
Elle commença à écrire son histoire, et Jacques, assis à côté d'elle, lut chaque mot avec attention. Elle révéla qu'elle s'appelait Amélia et qu'avant d'être admise au sanatorium, elle avait été une femme d'affaires prospère. Elle avait bâti sa propre entreprise à partir de rien, et son empire était une source de fierté. Mais sa vie prit un tournant inattendu lorsqu'elle subit une dépression. Nerveuse, exacerbée par les pressions familiales et les problèmes personnels. Amélia écrivit à propos de la trahison des personnes en qui elle avait confiance et comment, un jour, elle se retrouva admise au sanatorium sous le prétexte d'avoir besoin de soins, alors qu'en réalité, elle se sentait plus comme une prisonnière que comme une patiente. Alors qu'Amélia écrivait, Jacques sentait son esprit s'élargir. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme ordinaire, mais une narration pleine de douleur, de lutte et, surtout, d'injustice. Il commençait à réaliser que le sanatorium n'était pas un endroit sûr pour elle, mais plutôt un lieu où sa voix avait été réduite au silence. Amélia n'avait pas besoin de soins psychiatriques, elle avait besoin de justice et, surtout, de liberté. Jacques se promit de l'aider à s'échapper, mais il savait que ce ne serait pas facile. Il devait planifier chaque étape avec soin. Ils passèrent les semaines suivantes à discuter discrètement et à planifier l'évasion d'Amélia. Elle lui donna des détails sur des personnes susceptibles de l'aider, comme son avocat, qui lui était encore fidèle et n'était pas impliqué dans son internement forcé. Cependant, au fur et à mesure que Jacques lisait les récits d'Amélia, il commençait à ressentir le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Son empathie pour sa situation grandissait. Chaque jour, tout comme sa détermination à l'aider. Il savait qu'il devrait être extrêmement prudent, car toute erreur pourrait non seulement ruiner la chance de liberté d'Amélia, mais aussi détruire sa propre vie. Le temps passa, et Jacques continua d'aider Amélia à écrire son histoire, un peu plus chaque jour. Il commença aussi à chercher discrètement des informations sur les contacts qu'elle mentionnait, essayant de construire un chemin sûr pour la sortir du sanatorium. Amélia, de son côté, faisait preuve d'une force surprenante, même après tout ce qu'elle avait traversé. Elle faisait confiance à Jacques, et cela lui donnait le courage de continuer, même s'il savait que les chances étaient contre eux. Enfin, le jour de l'évasion arriva. Amélia et Jacques avaient élaboré un plan détaillé, impliquant la collaboration de son avocat et d'un vieil ami de confiance, qui était prêt à la recevoir dès qu'il quitterait le sanatorium. Jacques savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, mais il était déterminé à faire ce qui était juste. Le cœur battant, il aida Amélia à sortir de sa chambre, et ensemble, ils traversèrent les couloirs du sanatorium, essayant de ne pas attirer l'attention. Chaque pas semblait résonner dans leur esprit, mais ils continuèrent, guidés par l'espoir d'une nouvelle vie pour Amélia. Finalement, en atteignant la sortie, l'avocat les attendait dehors, le moteur de la voiture tournant. Amélia se tourna vers Jacques, lui tenant la main un bref instant. Les mots n'étaient pas nécessaires, son regard reconnaissant disait tout. Ils avaient réussi. Jacques avait accompli l'impossible, et Amélia était enfin libre. Alors que la voiture s'éloignait, il ressentit un mélange de soulagement et une étrange sensation de vide. Sa vie ne serait plus jamais la même, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Maintenant, il ne restait plus qu'à espérer que, un jour, justice serait rendue et qu'Amélia pourrait reprendre pleinement sa vie. Jacques retourna au sanatorium ce même jour, prêt à faire face aux conséquences mais avec la conscience tranquille, sachant qu'il avait aidé une femme à retrouver sa liberté et sa dignité. Amélia Thompson, à 60 ans, était une femme déterminée et dévouée, dont l'amour pour le travail et pour ses enfants, Richard et Emily, était évident dans chaque décision qu'elle prenait. Sa demeure, située dans un quartier aisé des États-Unis, était une structure imposante qui reflétait la prospérité qu'elle avait atteinte au fil des ans. Amélia avait construit un empire commercial presque seule, et sa fierté pour cette réussite la motivait à continuer à travailler, même si l'âge et la santé commençaient à lui peser. Cependant, les exigences du travail devenaient de plus en plus lourdes. Amélia se sentait fréquemment épuisée, et les étourdissements qui la tourmentaient commencèrent à s'intensifier. Mais dans son esprit,
il n'y avait pas de temps pour prendre soin d'elle-même. Les affaires nécessitaient son attention constante, et elle croyait que ses enfants n'étaient pas encore prêts à assumer de telles responsabilités. Richard, 25 ans, et Emily, 22 ans, semblaient plus préoccupés par les plaisirs immédiats que par l'avenir. Un jour, après une longue et épuisante journée de réunions et de décisions difficiles, Amelia arriva enfin chez elle, souhaitant seulement un moment de repos. Mais en ouvrant la porte du salon, elle se retrouva face à une scène qui la déstabilisa. Emily, sa plus jeune fille, défilait dans la pièce, exhibant une nouvelle tenue avec un sourire satisfait sur le visage tout en s'admirant dans le miroir. Amelia reconnut immédiatement la coupe et le tissu du vêtement, clairement luxueux. Son regard se tourna ensuite vers le canapé, où un tas de sacs de shopping étaient éparpillés de manière désordonnée. La vue la fit s'arrêter un instant. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Emily avec des vêtements coûteux, mais ce soir-là, le nombre de sacs suggérait qu'elle s'était accordé une dépense importante. Amelia ressentit une douleur dans la poitrine, un mélange d'inquiétude et de frustration. Elle savait qu'elle avait offert à ses enfants une vie confortable, mais cette démonstration de dépenses débridées commença à déclencher des alarmes dans son esprit. « Emily, où as-tu acheté tout ça ?» demanda Amelia, essayant de garder une voix calme malgré le tourbillon de pensées qui traversait son esprit. « Oh, maman, j'ai fait du shopping avec des amis. Tu sais combien j'aime la mode, » répondit Emily, ne remarquant pas la gravité dans le ton de sa mère. « N'est-ce pas magnifique ? Je pense que j'ai enfin trouvé mon style. » Amelia soupira, s'approchant du canapé et prenant un des sacs. Elle examina l'étiquette, et en voyant le prix, une inquiétude plus profonde l'envahit. « Emily, sais-tu combien cela a coûté ? Nous sommes à un point où nous devons être plus responsables avec nos dépenses. » Emily leva les yeux au ciel comme si la préoccupation de sa mère était exagérée. « Maman, tu travailles tellement, nous avons assez d'argent, non. Et puis, je n'ai rien acheté que je ne puisse payer avec la carte que tu m'as donnée. » Ces mots frappèrent Amelia comme un coup. Elle avait donné à ses enfants tout ce qu'elle pouvait pour leur offrir une vie confortable, mais maintenant elle voyait que sa générosité pourrait saper leur sens des responsabilités. Amelia se rendit compte qu'elle avait créé un écart entre ce qu'elle considérait comme prudent et ce que ses enfants voyaient comme normal. Cependant, ce qui l'inquiétait le plus, c'était le fait que, tandis que ses enfants profitaient des fruits de son travail, sa santé se détériorait de jour en jour. Les étourdissements, qui étaient autrefois sporadiques, devenaient plus fréquents, et elle ne pouvait ignorer le sentiment croissant que quelque chose n'allait pas. Mais son amour pour ses enfants et son désir de les protéger des dures réalités du monde la faisaient repousser encore et encore une visite chez le médecin. Se sentant épuisée et trop faible pour discuter, Amelia ramassa quelques sacs et les mit de côté avant de se diriger vers sa chambre. « Emily, nous devons en parler plus tard. J'ai juste besoin de me reposer maintenant. » Elle se retira, laissant Emily seule dans le salon, toujours absorbée dans son propre monde. Amelia, quant à elle, se coucha sur le lit mais ne put pas dormir. Son esprit était agité, réfléchissant à l'avenir de ses enfants et à l'héritage qu'elle construisait. Chaque jour qui passait, elle ressentait une urgence croissante de préparer Richard et Emily à la vie, mais elle savait aussi que, avant tout, elle devait prendre soin d'elle-même pour continuer à être la mère et la leader qu'elle avait toujours été. Mais ce soir-là, alors que la pluie battait contre les fenêtres du grand manoir, Amelia prit une décision. Elle savait que quelque chose devait changer, à la fois concernant sa santé et la manière dont elle élevait ses enfants. Il était temps de confronter les réalités qu'elle avait éviter et, surtout, de protéger ce qui comptait vraiment, sa famille et l'héritage qu'elle avait tant lutté pour construire. « Emily, pourquoi as-tu acheté autant de vêtements ? Il y a plus de vêtements ici que tu n'en mets dans ton placard, » dit Amelia, essayant de cacher la frustration croissante dans sa voix. Emily, apparemment indifférente à l'inquiétude de sa mère, répondit nonchalamment, « J'avais besoin de renouveler ma garde-robe, maman. » Amelia regarda sa fille, cherchant à comprendre l'explication vague qu'Emily offrait. «
Renouvelée. Ta garde-robe, répéta-t-elle, plus pour elle-même que pour Émilie. Tu as déjà tant de vêtements, et beaucoup d'entre eux ont à peine été utilisés. Émilie haussa les épaules comme si la question était sans importance. Je me suis débarrassé de tous les vieux vêtements que j'avais et je les ai jetés. Ils étaient démodés. La déclaration d'Émilie frappa Amélia comme un choc. Sans rien dire de plus, elle sortit. Rapidement, le cœur battant. En ouvrant la porte de l'extérieur, elle fut accueillie par un spectacle qui la laissa incrédule. La poubelle débordait de vêtements, tellement qu'il était tombé par terre faute d'espace. Chemises, robes, pantalons, des articles qu'elle savait qu'Émilie avait à peine portés, étaient empilés négligemment, mêlés aux ordures. Le vent froid soufflant cet après-midi d'automne agitait légèrement les vêtements jetés, comme se moquant de la situation. La colère commença à envahir Amélia. Elle s'approcha de la poubelle, ramassant une des chemises qui était tombée par terre. C'était une pièce de haute qualité, achetée il n'y a pas longtemps, encore comme neuve. Amélia sentit un nœud dans sa gorge, un mélange d'indignation et de tristesse. Elle ne pouvait pas comprendre comment sa fille pouvait être si négligente, si inconsciente de la valeur des choses. Émilie, qui avait suivi sa mère dehors, se tenait près de la porte, l'observant avec un regard confus. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne voulais plus de ces vêtements, alors je les ai jetés. Je ne vois pas pourquoi tu es si contrariée. » Amélia se tourna vers Émilie, essayant de contrôler la colère qui menaçait d'exploser. « Émilie, tu as jeté des vêtements qui auraient pu être donnés. Il y a des gens qui en ont besoin, des gens qui n'ont pas tout apporté, et tu as juste tout jeté comme si cela n'avait aucune valeur. » Émilie haussa une fois de plus les épaules avec indifférence. « Donner ? Je n'y ai même pas pensé. Je voulais juste me débarrasser de ce que je n'allais plus utiliser. » Le manque d'empathie dans la réponse d'Émilie laissa Amélia encore plus secouée. Elle avait toujours essayé d'apprendre à ses enfants la valeur du partage et de l'entraide, mais à ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait peut-être échoué à transmettre cette leçon à Émilie. Le fait de jeter des vêtements presque neufs, sans même envisager la possibilité de les donner, semblait symboliser quelque chose de plus profond, une déconnexion de la réalité, un manque de compréhension du privilège dans lequel il vivait. Amélia soupira, se sentant soudainement épuisée. Le poids des responsabilités, des attentes et maintenant de la déception semblait l'écraser. Émilie, commença-t-elle, d'une voix plus douce mais ferme, l'argent que je gagne n'est pas destiné à être gaspillé de cette façon. Et plus que cela, ce que tu fais a un impact, même si tu ne t'en rends pas compte. Nous ne pouvons pas vivre dans une bulle, en ignorant ce qui se passe autour de nous. Émilie, voyant le sérieux dans les yeux de sa mère, commença à comprendre la gravité de la situation. Je n'y avais pas pensé, maman, admit-elle, semblant un peu embarrassée. Je voulais juste des choses nouvelles et me débarrasser des anciennes. Je suis désolée. Amélia posa sa main sur l'épaule d'Émilie, adoucissant légèrement son expression. Je sais, ma chérie. Mais nous devons être plus conscients de nos choix. La prochaine fois, pense à la façon dont ce que tu ne veux plus pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Et souviens-toi, la valeur des choses ne réside pas seulement dans leur coût, mais dans ce qu'elles peuvent représenter pour les autres. Émilie hocha la tête, encore en train de digérer les paroles de sa mère. Amélia, pour sa part, savait que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain, mais elle espérait que cette conversation était un pas dans la bonne direction. En rentrant à l'intérieur, elle décida qu'il était temps de consacrer plus d'efforts à enseigner à ses enfants l'importance de l'empathie et de la responsabilité, non seulement financière, mais aussi sociale. Elle savait qu'en tant que mère, c'était l'une des leçons les plus précieuses qu'elle pouvait laisser en héritage. Amélia tenta de discuter de la situation avec Émilie et de la nécessité de la responsabilité, mais la conversation se transforma rapidement en impasse. Elle eut du mal à faire comprendre à Émilie
la gravité du gaspillage et l'importance de considérer les besoins des autres. Cependant, les paroles d'Amelia semblèrent n'avoir aucun effet. Émilie, avec un regard méprisant, se tourna simplement vers sa chambre, ignorant la demande de sa mère de discuter de l'avenir. Avec un mal de tête battant, Amelia décida de s'asseoir sur le canapé, essayant de se calmer et de retrouver son calme. Cependant, avant qu'elle ne puisse se détendre, le téléphone sonna. C'était Richard, son fils, et l'urgence dans sa voix fit battre le cœur d'Amelia à toute vitesse. « Maman, je suis au poste de police, dit-il, le ton rempli de désespoir. Si tu ne viens pas m'aider, je vais être arrêté. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Amelia. Elle se leva rapidement et se dirigea vers le poste de police, son esprit en ébullition d'inquiétude sur ce qu'elle pourrait trouver. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie par une scène bouleversante. Richard était menotté, visiblement ivre, avec un air de regret et de désespoir. Les agents, avec des expressions sérieuses, expliquèrent que Richard avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et qu'il avait heurté un cycliste. Heureusement, le cycliste, malgré la frayeur, n'avait subi que des égratignures mineures et était dans un état stable. Amelia ressentit une vague de déception et de dégoût. Le comportement imprudent de Richard était quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, et le voir dans cette situation l'affecta profondément. Elle ne put trouver les mots pour le réconforter ou même le gronder à ce moment-là. La douleur et la frustration étaient si intenses qu'elle choisit de rester silencieuse, se concentrant sur la résolution de la situation de la manière la plus pratique possible. Elle paya la caution de Richard, une somme considérable, pour le faire libérer. De plus, Amelia fit de son mieux pour indemniser le cycliste pour les dommages causés. Elle paya un règlement substantiel, essayant de réduire l'impact de l'accident, même en sachant que cela n'effacerait pas l'erreur de Richard. En quittant le poste de police, Amelia s'assit dans sa voiture, complètement épuisée et émotionnellement vidée. La combinaison des frustrations avec Émilie et de la crise avec Richard avait eu un lourd tribut sur elle. Elle rentra chez elle, le poids de la responsabilité et de l'inquiétude pesant sur ses épaules. À son arrivée, elle regarda la maison avec un sentiment de résignation, consciente qu'elle devait affronter les problèmes avec ses enfants et trouver un moyen de les guider vers une compréhension plus profonde des conséquences de leurs actions et des responsabilités qui accompagnaient la vie qu'ils menaient. Pleurant silencieusement, Amelia rentra chez elle, avec Richard endormi à l'arrière. Chaque tournant de la route semblait peser encore plus sur ses épaules, et le mal de tête qu'elle ressentait était presque insupportable. À son arrivée, elle gara la voiture et, avec un effort, sortit Richard de la banquette arrière, le laissant là pendant qu'elle se dirigeait directement vers sa chambre. La pièce était silencieuse, mais pour Amelia, le silence semblait assourdissant. Elle s'assit au bord du lit, le mal de tête pulsant dans ses tempes et son esprit plein de pensées confuses et angoissantes. Elle se demanda où elle avait échoué dans l'éducation de ses enfants. Elle tenta de revivre les moments importants de leur vie, les efforts qu'elle avait faits pour leur offrir la meilleure éducation et les meilleures opportunités possibles, et pourtant elle sentait que quelque chose allait terriblement mal. Les choix irresponsables de Richard et le manque de maturité d'Émilie semblaient refléter un échec significatif, et Amelia était dévastée par l'idée de ne pas les avoir préparés adéquatement à l'âge adulte. Avec une résolution ferme, Amelia décida que des changements drastiques étaient nécessaires. Le lendemain, elle convoqua une réunion avec Richard et Émilie. Elle était déterminée à fixer des limites et à leur enseigner la responsabilité qu'ils avaient clairement ignorée. Richard, Émilie, commença Amelia d'une voix chargée de fermeté et de douleur. À partir de maintenant, vous devez comprendre que vos actions ont des conséquences. Elle les regarda chacun, son regard sévère mais plein de soucis. Vous allez quitter la maison. Il n'y a plus de place pour vous ici sans montrer que vous êtes prêt à affronter la vie de manière mature. Émilie tenta de protester, mais Amelia leva la main, demandant le silence. Vous allez
Commencez à travailler dans l'entreprise familiale et devez vous inscrire à l'université. Il est temps que vous preniez des responsabilités et commenciez à construire votre avenir. Sérieusement. Richard, qui travaillait déjà dans l'entreprise, reçut une réprimande encore plus sévère. Vous devrez couvrir tous les dommages que vous avez causés, y compris les dommages à la voiture, qui ne sera plus la vôtre. Nous devons être clairs, les conséquences de vos actions doivent être affrontées. Il n'y aura plus de carte de crédit, et vous devrez trouver un moyen de vivre de ce que vous gagnez par vous-même. La conversation fut difficile, et le silence qui suivit fut rempli de tension. Richard et Emily, choqués et désolés, étaient dans un état initial de déni. La réalité de ce qui leur était imposé était difficile à accepter, et la frustration était visible sur leur visage. Amelia, bien que vidée émotionnellement, sentait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle savait qu'il était nécessaire que ses enfants apprennent l'importance de la responsabilité et des conséquences de leurs actions. Avec les larmes aux yeux mais une détermination renouvelée, elle laissa ses enfants s'adapter aux nouvelles conditions imposées. Le changement ne serait pas facile, mais elle croyait qu'en affrontant leurs propres difficultés, Richard et Emily pourraient enfin mûrir et comprendre la valeur des leçons que la vie essayait de leur enseigner. Richard et Emily étaient visiblement bouleversés par la décision de leur mère. Ils essayèrent de discuter, élevant leur voix et protestant contre ce qu'ils considéraient comme une injustice. « Tu ne peux pas nous faire ça. C'est cruel », s'exclama Emily, tandis que Richard secouait la tête d'incrédulité. Tous deux étaient furieux et se sentaient trahis, comme si Amelia leur tournait le dos dans leurs moments de besoin. Amelia, cependant, resta ferme. Elle savait qu'elle devait fixer des limites pour que ses enfants comprennent la gravité de la situation. « Je vous ai tout donné ce que vous pouviez vouloir, mais maintenant il est temps pour vous d'apprendre à assumer la responsabilité de vos actions, dit-elle d'une voix résolue. Vous avez 2 semaines pour trouver un endroit où vivre et régler la situation. » Désespérés et ne sachant pas comment réagir, Richard et Emily se précipitèrent à la banque pour essayer de retirer autant d'argent qu'ils le pouvaient. Cependant, quand ils arrivèrent, ils découvrirent qu'il était trop tard. Les cartes de crédit avaient été annulées, et leur accès à toute ressource financière avait été révoqué. Ils étaient sans fonds ni option. Se sentant impuissants et démunis, les deux rentrèrent à la maison, où la tension et le désespoir se manifestèrent par une série de disputes et d'accusations. Amelia, pour sa part, était profondément attristée et angoissée. La décision de chasser ses enfants de la maison était l'une des plus difficiles qu'elle ait jamais eu à prendre, et la douleur émotionnelle était presque insupportable. Elle passa des heures à pleurer, déplorant le fait que sa tentative de corriger la trajectoire de ses enfants l'avait menée à un état de désespoir. Le lendemain, alors qu'elle rentrait du travail, le mal de tête d'Amelia s'intensifia. La pression qu'elle ressentait semblait croître à chaque minute qui passait, devenant presque incapacitante. Dès qu'elle entra dans la maison, elle se dirigea directement vers le canapé, espérant trouver un peu de soulagement à l'inconfort croissant. Elle s'assit, mais la douleur était si intense qu'elle pouvait à peine se concentrer. Essayant d'appeler l'un d'eux ses enfants à l'aide, elle prit le téléphone avec des mains tremblantes. Cependant, la douleur devint insupportable, et avant qu'elle ne puisse terminer l'appel, Amelia perdit connaissance. Son corps s'effondra, et elle tomba sur le canapé, complètement inconsciente. Lorsqu'elle se réveilla, elle n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé, mais le sentiment de faiblesse et de confusion était palpable. L'environnement autour d'elle semblait étrange et distant, et le souci que ses enfants ne soient pas là pour l'aider ne fit qu'accroître son angoisse. Amelia était dans un état de vulnérabilité, luttant pour comprendre ce qui lui arrivait, et malgré son état affaibli, une partie de son esprit s'inquiétait encore de l'avenir de Richard et d'Emily. Elle voulait qu'ils apprennent et grandissent, mais en même temps, la réalité de sa propre condition la frappait avec une force écrasante. Quand Amelia s'est réveillée, elle était désorientée et confuse. La première chose qu'elle a remarquée, c'est qu'il faisait encore jour, mais en regardant l'écran de son téléphone, elle a été
choquée de réaliser qu'une journée entière s'était écoulée depuis son effondrement. Elle avait été allongée inerte sur le canapé pendant 24 heures, et aucun de ses enfants n'avait rien fait pour l'aider. La vue du téléphone, avec la date et l'heure, la remplit de désespoir et d'angoisse. Le sentiment d'abandon par Richard et Emily était profond et douloureux. Amelia a essayé de bouger, mais son corps était lourd et désordonné. Chaque mouvement était un effort considérable, et la parole lui échappait. Elle a réussi, avec beaucoup d'efforts, à envoyer un message texte à ses enfants, demandant de l'aide. Leur réponse a été lente à venir. Et quand ils sont finalement venus la voir, ils ont montré un mélange de culpabilité et d'inquiétude. Richard et Emily, en voyant l'état affaibli de leur mère, l'ont rapidement emmenée à l'hôpital. Aux urgences, Amelia a été examinée en urgence. Le médecin, après une série de tests, a confirmé que le stress intense et prolongé avait causé des dommages au cerveau d'Amelia. Les effets étaient évidents, elle ne pouvait pas bouger une de ses jambes normalement, et sa parole était gravement affectée. Ses mots sortaient de manière saccadée et incohérente. Résultat clair du stress extrême et de l'absence de soins médicaux immédiats. Le médecin a expliqué que, bien que l'état d'Amelia soit préoccupant, il y avait de l'espoir. Avec un traitement approprié et une rééducation continue, il était possible qu'elle puisse retrouver certaines de ses fonctions motrices et éventuellement parler clairement à nouveau. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais la perspective d'amélioration était un soulagement au milieu de l'angoisse qu'elle ressentait. Malgré la douleur et la frustration, Amelia a essayé de s'accrocher à cet espoir. Elle savait que la récupération ne serait pas facile et qu'elle ferait face à un long processus de thérapie et d'adaptation. Ses enfants, désormais confrontés à la gravité de la situation, étaient prêts à aider, bien que le regret et la culpabilité soient évidents dans leurs expressions. Alors qu'elle commençait à s'adapter à cette nouvelle réalité, Amelia a réfléchi au choix qu'elle avait fait et aux défis auxquels elle serait confrontée. La préoccupation pour sa récupération physique était grande, mais le sentiment de trahison et la peur de ne pas pouvoir retrouver sa parole et sa mobilité la hantaient. Cependant, la détermination à surmonter ces adversités et le soutien de ses enfants étaient les piliers sur lesquels elle fondait son espoir pour l'avenir. Amelia a passé des heures à pleurer, le poids de ses émotions semblait insupportable. Bien qu'elle puisse encore marcher, la difficulté avec sa parole était un fardeau constant, et la crainte que cela puisse être permanent la tourmentait. Chaque tentative de parler était un rappel douloureux de la façon dont sa vie avait changé en un clin d'œil. Ses enfants, Richard et Emily, ont ressenti la gravité de la situation et, de manière inattendue, ont pris en charge la gestion de l'entreprise de leur mère. Ce geste, bien que tardif, a apporté un certain soulagement à Amelia. Au fil des mois, Amelia a commencé à voir des signes d'amélioration. La mobilité de sa jambe est revenue progressivement, lui donnant l'espoir que la récupération de sa parole pourrait également être possible. Cependant, les mots sortaient encore de manière saccadée et désordonnée. Elle avait du mal à s'exprimer clairement, et chaque conversation était un rappel de la bataille constante qu'elle menait. Un jour, Richard et Emily l'ont appelée pour une conversation sérieuse. Les deux avaient des expressions préoccupées, et Amelia a réalisé que cette conversation était différente des précédentes. Ils ont suggéré qu'Amelia prenne du temps pour elle, loin de la pression du travail et des responsabilités familiales. Ils ont fait valoir qu'elle avait tellement donné au travail et à la famille, et qu'il était maintenant temps de prendre soin d'elle. Amelia, touchée par la préoccupation sincère de ses enfants, a ressenti une vague d'émotion. L'idée d'une pause, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant, semblait être un baume pour son esprit fatigué. Bien qu'elle ne soit pas entièrement convaincue qu'un voyage résoudrait tous ses problèmes, la perspective de prendre du temps pour elle-même était tentante. Leur suggestion semblait être un signe que, malgré les défis, il y avait une lumière au bout du tunnel. Après une brève discussion, elle a accepté la proposition avec un mélange d'espoir et d'appréhension. L'idée de quitter sa maison, son entreprise, et la routine qui la tenait occupée pendant un certain temps était un pas important.
Le voyage serait une occasion de se déconnecter du stress et de se concentrer sur sa récupération, tant physique qu'émotionnelle. Alors qu'elle se préparait pour le voyage, Amelia a éprouvé un nouveau sentiment de soulagement. Elle avait passé tant de temps à s'occuper de tout le monde autour d'elle et était maintenant sur le point de faire quelque chose pour elle-même. Ce petit changement de perspective lui offrait un nouvel espoir. Dans son esprit, le voyage n'était pas seulement une pause nécessaire mais un symbole de nouveau départ. Elle était déterminée à tirer le meilleur parti de ce temps loin de tout et, peut-être, à trouver un peu de réconfort et de renouveau au milieu de cette nouvelle phase de sa vie. Les enfants d'Amelia se sont consacrés à planifier un voyage spécial pour elle, avec une attention aux détails qui semblaient indiquer un effort sincère pour lui offrir un moment de soulagement et de renouveau. Le voyage a été organisé pour durer 2 semaines et comprenait une série de visites touristiques, promettant une expérience pleine de découvertes et de détente. Amelia, soulagée par le changement d'environnement et touchée par la préoccupation de ses enfants, était enthousiaste et ressentait un optimisme renouvelé. Pendant le vol, Amelia se sentait plus légère. Les nuages semblaient plus lumineux, et le ciel plus vaste. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que ses enfants montraient un côté plus attentif et responsable, ce qui la faisait croire que, malgré tout, il y avait encore de l'espoir pour la famille. À son arrivée à l'aéroport, Amelia a récupéré ses bagages et a trouvé une voiture qui l'attendait, comme promis par ses enfants. Le chauffeur, sympathique et serviable, l'a aidé à placer les bagages dans le coffre, puis l'a conduite sur une route qui semblait prometteuse. Les routes étaient entourées de paysages époustouflants, et Amelia s'est permise de se détendre et d'absorber la beauté du paysage en cours de route. À mesure que la voiture s'éloignait de la ville, Amelia a remarqué que la zone environnante semblait de plus en plus déserte. L'environnement a commencé à changer progressivement, les paysages urbains laissant place à des zones rurales et solitaires. Bien que quelque peu surprise par la distance entre l'hôtel et le centre-ville, Amelia a fait confiance à la planification de ses enfants et a cru que la tranquillité de l'endroit pouvait être une partie intentionnelle de l'expérience. Enfin, la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment qui serait son logement. Amelia, s'attendant à voir un panneau d'hôtel, a été stupéfaite de lire le mot « sanatorium » sur la façade du bâtiment. Un sentiment de malaise et de confusion l'a enveloppée instantanément. Ce qui devait être une escapade relaxante et touristique semblait maintenant avoir pris un tournant inattendu et troublant. Le bâtiment ne ressemblait pas à un hôtel conventionnel, sa structure et l'atmosphère environnante ressemblaient davantage à un établissement médical auquel Amelia était familière. Elle a essayé de se convaincre qu'elle était juste paranoïaque et qu'il pourrait y avoir une explication logique à la situation. Cependant, l'idée de se trouver dans un sanatorium, surtout après le stress et les problèmes récents, n'était pas quelque chose à quoi elle s'attendait. Avec le cœur battant, Amelia s'est approchée de l'entrée du bâtiment, l'esprit rempli de questions et de préoccupations. La tranquillité promise semblait maintenant menacée par une nouvelle réalité perturbante. Ce qui avait initialement semblé être un voyage pour la récupération et le repos se transformait maintenant en un mystère qui devait être élucidé. Amelia savait qu'elle devait comprendre ce qui se passait réellement, et avec cette détermination, elle se préparait à affronter l'inconnu qui l'attendait. Amelia, effrayée et confuse, a essayé de donner un sens à la situation absurde dans laquelle elle se trouvait. Sa demande au chauffeur de la conduire à l'hôtel a été ignorée, et à partir de ce moment-là, sa réalité a changé radicalement. 3 hommes, qui semblaient être du personnel du sanatorium, se sont approchés et l'ont retenu avec une force inattendue. Au début, Amelia a essayé de résister, pensant que cela pouvait être une mauvaise blague ou une mauvaise communication. Cependant, sa résistance fut vaine, et la force des hommes, ajoutée à la confirmation du chauffeur qu'elle était une nouvelle patiente, l'a forcée à entrer dans le bâtiment. Un sentiment de désespoir et de frustration a envahi Amelia lorsque les portes du sanatorium se sont fermées derrière elle. La tentative d'évasion semblait de plus en plus impossible, et le poids de la situation se faisait écrasant.
Dès ce moment-là, elle s'est retrouvée confinée dans un environnement qu'elle ne comprenait pas, sans aucune possibilité visible de liberté. Pendant ce temps, dans la chambre d'Amelia, Jacques était perplexe en lisant son histoire. Le récit était angoissant et difficile à croire, mais il ne pouvait pas ignorer sa demande. Le doute s'installa dans son esprit. Amelia disait-elle vraiment la vérité, ou essayait-elle simplement d'inventer une histoire pour échapper à la situation? Le numéro de téléphone écrit par Amelia semblait être son seul espoir de vérifier l'authenticité de l'histoire. Jacques a pris le papier avec le numéro et, avant de quitter la chambre, a regardé Amelia avec une expression déterminée. « Je vais appeler ce numéro et vérifier ce qui se passe. Si tu dis la vérité, je ferai tout ce que je peux pour t'aider », a-t-il promis avec conviction. Jacques savait qu'il devait agir avec prudence. Il était crucial de confirmer la légitimité de l'histoire avant de prendre des mesures qui pourraient compromettre son travail et sa propre sécurité. La décision d'aider Amelia était importante pour lui, mais il ne voulait pas risquer de faire un geste précipité sans avoir toutes les informations nécessaires. Il quitta la pièce et se rendit dans un endroit plus privé où il pourrait passer l'appel en toute intimité. En composant le numéro, Jacques ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Si l'histoire d'Amelia était vraie, il devait découvrir la vérité et trouver un moyen de la libérer de cet endroit. L'appel fut répondu après quelques sonneries, et Jacques expliqua rapidement la situation. À l'autre bout du fil, une voix calme et autoritaire commença à clarifier les détails. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Jacques se rendit compte de la gravité de la situation et des implications en jeu. Les informations qu'il reçut l'aideraient à élaborer un plan pour sauver Amelia, mais il savait qu'il devait agir rapidement et avec précision pour s'assurer que rien ne se passe mal. Avec un sentiment croissant d'urgence, Jacques se prépara à affronter les défis à venir et à tout faire pour aider Amelia à retrouver la liberté et la justice qu'elle méritait. Les larmes aux yeux, Amelia sourit en voyant Jacques revenir au sanatorium, apportant avec lui l'espoir que sa situation puisse être résolue. Le lendemain, Jacques fit l'appel promis, contactant le numéro qu'Amelia lui avait donné. Il détailla la situation à l'homme qui répondit au téléphone, sa voix remplie d'urgence et de détermination. L'homme, clairement bien informé et résolu, écouta attentivement et promit de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur l'affaire. Lorsque Jacques retourna au travail, il trouva le sanatorium dans un état de grande agitation. L'environnement, qui avait auparavant été calme et contrôlé, était maintenant rempli de policiers, se déplaçant avec un objectif clair. Le cœur de Jacques battit plus fort en voyant Amelia au centre de la scène, accompagné d'un homme vêtu d'un élégant costume noir. L'homme, qui attirait clairement l'attention par son comportement et le sérieux avec lequel il traitait la situation, se présenta comme un vieil ami d'Amelia et également son avocat personnel. Amelia s'approcha de Jacques avec un sourire sincère et un câlin émotif, un geste débordant de gratitude et de soulagement. L'avocat, à son tour, serra fermement la main de Jacques, en signe de respect et de remerciement pour son aide. Grâce à l'avocat, Jacques apprit que l'histoire d'Amelia était vraie. Il révéla que les enfants d'Amelia, Richard et Emily, avaient orchestré un plan détaillé pour emprisonner leur mère dans le sanatorium. Les enfants avaient soudoyé le directeur du sanatorium, qui avait accepté le pot de vin pour garder Amelia captive sous de faux prétextes, prétendant qu'elle avait pris sa retraite et qu'elle était en voyage prolongé. Cette conspiration impliquait non seulement de la tromperie et de la manipulation, mais aussi un mépris total de la vérité et des droits d'Amelia. La révélation choqua Jacques et souligna la gravité de l'abus de pouvoir et de la trahison qu'Amelia avait subi. L'avocat expliqua que le stratagème des enfants avait été minutieusement planifié pour s'assurer qu'Amelia soit tenue à l'écart du public et de la gestion de ses propres biens, tandis qu'il prenait le contrôle total de ses propriétés et finances. Avec cette confirmation, la situation devint claire, et des actions nécessaires furent immédiatement mises en œuvre. La police commença des enquêtes détaillées, et l'avocat d'Amelia prit des mesures légales pour poursuivre les enfants et le directeur du sanatorium pour leur crime. Jacques, soulagé de voir qu'Amelia était enfin aidée et que la vérité éclatait au grand jour,
se prépara à la soutenir dans sa quête de rétablissement et de justice. La bataille d'Amelia n'était pas encore complètement gagnée, mais le soutien de Jacques et l'intervention légale offrait un nouvel espoir que justice serait rendue et qu'elle aurait enfin la chance d'inverser les dommages qui lui avaient été causés. Bien qu'elle ait retrouvé sa liberté, Amelia restait définie par son amour maternel. Bien qu'elle soit libre du sanatorium, elle choisit de ne pas dénoncer ses enfants et demanda à son avocat de garder secret l'implication de Richard et Emily dans le complot contre elle. Sa décision était motivée par un amour inconditionnel et l'espoir que, malgré leurs actions, ils pourraient trouver une voie plus constructive à l'avenir. Cependant, la tristesse marquait encore son regard. L'expérience lui avait laissé un poids émotionnel profond qu'elle portait en silence. 4 années passèrent rapidement, et les vies de Richard et Emily avaient radicalement changé. Le manoir, où ils avaient vécu avec leur mère pendant la majeure partie de leur vie, était maintenant en cours de vidage. La vie confortable et insouciante qu'ils avaient connue s'était complètement effondrée. Après avoir envoyé Amelia au sanatorium, Richard et Emily avaient pris en charge la gestion de ses affaires. Cependant, le manque d'aptitude et d'intérêt des frères et sœurs avait conduit à un effondrement total des entreprises. En 4 ans, tout ce qu'Amelia avait construit au cours d'une vie avait été perdu. Maintenant, face à la réalité d'avoir tout perdu, les frères et sœurs étaient dans une situation financière désastreuse. La maison, les voitures, et tous leurs comptes bancaires étaient vides. L'ironie de la situation ne leur échappait pas, mais curieusement, il ne semblait pas y avoir de grande expression de tristesse sur leur visage. Il y avait une certaine froideur dans la façon dont ils faisaient face à la perte, comme si l'ampleur de ce qu'ils avaient affronté n'était pas complètement comprise ou acceptée. La veille, un ami avocat d'Amelia avait fait une visite inattendue. La nouvelle qu'il apportait était dévastatrice, leur mère était décédée. Cependant, la tristesse de la nouvelle était éclipsée par la surprise et la désillusion qui suivirent. L'avocat les informa que, malgré la mort d'Amelia, il était peu probable que Richard et Emily aient droit à son héritage. La raison était claire, leur action avait non seulement détruit l'héritage d'Amelia, mais avait également entaché toute réclamation possible à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Alors que l'avocat expliquait la situation, Richard et Emily étaient stupéfaits. La nouvelle de la mort de leur mère n'était pas aussi percutante que le fait qu'ils étaient exclus de tout bénéfice qui aurait pu leur être laissé. La révélation les força à affronter la dure réalité que, en plus de perdre leur position privilégiée et confortable, ils étaient maintenant également privés de tout reste de ce qui avait été autrefois le domaine de leur mère. Dans ce scénario, la réaction de Richard et Emily était mitigée. Il y avait un étrange mélange de résignation et de frustration. Ils n'avaient plus la sécurité financière dont ils jouissaient autrefois et devaient maintenant faire face à la perspective de reconstruire leur vie à partir de zéro. L'ironie et la justice semblaient s'entrelacer dans la vie des frères et sœurs alors qu'ils essayaient de traiter la réalité de leurs choix et de leurs conséquences. La vie continua, et l'avenir était incertain, mais la leçon qu'Amelia avait laissée, même indirectement, était claire. Le coût de la trahison et de l'irresponsabilité était élevé, et Richard et Emily avaient maintenant la tâche difficile de faire face aux conséquences de leurs actions et de trouver une nouvelle voie pour aller de l'avant. Emily et Richard étaient abasourdis. L'idée de ne pas avoir de droit à l'héritage d'Amelia semblait impossible à accepter. Leur esprit était en ébullition en essayant de comprendre comment la situation pouvait être si injuste. L'avocat, reconnaissant la gravité de la situation et la confusion sur leur visage, décida d'expliquer la raison plus en détail. Il révéla un secret dévastateur: Richard et Emily n'étaient pas les enfants biologiques d'Amelia. En fait, les registres de naissance qu'ils avaient été falsifiés. Cette révélation les laissa sourds. Le choc, incapable de traiter l'ampleur du mensonge qui avait été construit autour de leur vie. Pour les aider à mieux comprendre la complexité de la situation, l'avocat commença à raconter la véritable histoire d'Amelia. Amelia Thompson était née aux États-Unis de parents immigrants, confrontée à de graves difficultés financières. La vie de sa famille était marquée par des défis constants, et la perte de son père aggrava la situation.
la mère d'Amelia, sans soutien et avec des ressources limitées, luttait pour fournir le strict nécessaire à sa fille. Cependant, la vie d'Amelia commença à changer lorsque sa mère rencontra un jeune homme qui se trouvait dans une situation financière plus confortable. Cette nouvelle relation donna à Amelia l'occasion d'étudier dans de bonnes écoles et d'accéder à une vie meilleure, ce qui avait été presque impossible pour elle jusqu'alors. Le beau-père, avec son soutien, aida à ouvrir des portes pour Amelia, lui permettant de développer son potentiel et d'acquérir une éducation de qualité. Des années plus tard, lorsque sa mère et son beau-père décédèrent, Amelia était déjà établie et commença à construire son propre empire. Sa détermination et son intelligence la menèrent à devenir l'une des femmes les plus influentes et les plus riches de la ville. Elle créa un héritage significatif mais, au fil des ans, décida d'adopter des enfants pour combler le vide qu'elle ressentait dans sa vie, bien qu'elle ait fait face à d'immenses défis pour s'assurer que ses enfants aient une vie meilleure. L'avocat expliqua qu'en découvrant la vérité sur l'identité de ses enfants adoptés, Amelia choisit de ne pas la révéler, essayant de protéger le bien-être des enfants qu'elle avait aimés et élevés comme les siens. La décision d'Amelia de laisser une partie de sa fortune aux enfants adoptés était, en fait, une façon de leur donner une chance, mais avec une condition, apprendre à assumer leurs responsabilités et à valoriser ce qui était vraiment important. En entendant l'histoire, Richard et Emily étaient complètement désorientés. Le poids de la révélation était accablant, et ils faisaient maintenant face à la réalité que la vie qu'ils avaient connue était fondée sur un grand mensonge. La perte de l'héritage, la vérité sur leurs origines et la façon dont ils avaient traité Amelia étaient tous entremêlés dans un réseau de regrets et de désillusions. Désolés et incertains quant à la façon de réagir, les deux devaient affronter la dure vérité et trouver une manière de recommencer leur vie, maintenant en comprenant le véritable héritage qu'Amelia avait essayé de leur laisser. La révélation n'a pas seulement détruit leurs attentes futures, mais elle a aussi remis en question leur concept d'identité, de famille et de responsabilité. La vie, telle qu'ils la connaissaient, avait changé pour toujours. Malgré son impressionnant succès et l'empire qu'elle avait construit, Amelia Thompson ressentait un profond vide. La réalisation de ses rêves professionnels n'a pas comblé le désir qu'elle avait d'une famille à elle. Après une série d'examens médicaux, Amelia a reçu la nouvelle dévastatrice qu'elle souffrait d'une grave affection utérine qui l'empêcherait de tomber enceinte. Ce diagnostic l'a profondément ébranlée, mais l'a aussi amenée à envisager d'autres moyens de réaliser son désir d'être mère. Déterminée à combler le vide dans son cœur, Amelia a envisagé l'adoption. La recherche d'un enfant à adopter fut un long processus difficile, mais elle était résolue. C'est alors qu'un ami proche s'est adressé à elle avec une demande urgente. L'ami connaissait un couple qui avait tenté de franchir la frontière américaine avec 2 enfants, mais malheureusement, le couple n'a pas survécu au dangereux voyage et est mort. Les enfants, désormais seuls et cachés des autorités, étaient en danger imminent d'être renvoyés dans leur pays d'origine, où ils auraient été confrontés à la dure réalité des orphelinats inadéquats et des mauvaises conditions de vie. L'histoire a profondément touché Amelia. Le destin des enfants et la possibilité de leur offrir une meilleure chance dans la vie était une cause qu'elle ne pouvait ignorer. Avec un cœur plein de compassion et une ferme décision d'offrir un foyer sûr et aimant, Amelia a décidé d'adopter les 2 enfants, Richard et Emily. Pour garantir l'adoption, elle et son ami ont créé des documents falsifiés qui ont permis l'intégration des enfants dans sa vie. Richard et Emily, lorsqu'ils ont appris la vérité sur leur adoption, ont été profondément choqués. La révélation qu'ils étaient adoptés et que leurs identités avaient été basées sur des documents falsifiés fut un coup dévastateur. Cependant, ce qui les a le plus affectés, c'était de découvrir l'étendue de la fortune qu'Amelia possédait encore. L'avocat, remarquant la tristesse et la confusion sur leur visage, a révélé qu'Amelia avait laissé un testament incluant un héritage. Pour eux, l'avocat a expliqué que pour accéder à ce qu'Amelia leur avait laissé, Richard et Emily devraient se rendre à l'endroit où Amelia était enterrée pour commencer le processus légal nécessaire. La nouvelle a apporté un mélange d'émotions. Bien que la perspective d'un
Héritage fut un soulagement au milieu de la dévastation émotionnelle, le fait qu'il devait affronter le dernier lieu de repos d'Amelia pour commencer le processus était une tâche qu'il ne pouvait ignorer. Point les deux, encore en train de traiter la profondeur de la situation, savaient qu'il devait avancer. La perspective de faire face à la réalité du testament d'Amelia et de gérer la vérité sur leur adoption nécessitait non seulement du courage, mais aussi une reconnaissance des responsabilités qu'ils allaient devoir assumer. Le voyage pour comprendre et accepter la véritable histoire de leur vie ne faisait que commencer, et ils devraient trouver une façon d'honorer la mémoire d'Amelia et de gérer l'héritage qu'elle avait laissé. Le lendemain, Richard et Emily montèrent à bord du vol avec une euphorie contagieuse. L'excitation était palpable alors que les deux faisaient des plans extravagants sur la façon dont ils dépenseraient l'héritage qu'ils espéraient recevoir. Emily, les yeux brillants d'enthousiasme, imaginait déjà acheter une immense maison, où elle prévoyait de consacrer une pièce entière. Rien que pour stocker ses nouveaux vêtements. Elle rêvait de remplir l'espace avec les vêtements les plus luxueux et d'avoir enfin un dressing digne de ses aspirations. Richard, quant à lui, était tout aussi enthousiaste, mais son objectif était de profiter de la vie au maximum. Il prévoyait des fêtes sans fin, des voyages et un style de vie insouciant, espérant ne plus jamais avoir à travailler. Lorsque le vol atterrit, l'avocat les accueillit à l'aéroport et les guida vers l'endroit où Amelia avait été enterrée. Pendant le trajet vers le cimetière, Richard et Emily discutaient avec enthousiasme de leurs projets futurs, inconscients de ce qui les attendait. Arrivés au cimetière, ils furent conduits à la tombe d'Amelia, où ils rencontrèrent un jeune homme nommé Jacques. Il se tenait à côté de la pierre tombale, avec une expression sereine et quelque peu fatigué, comme si la douleur de la perte était encore fraîche. Jacques se présenta comme un ami d'Amelia, quelqu'un qui avait été à ses côtés dans ses derniers moments, et offrit une poignée de main respectueuse. L'avocat, remarquant la tension et les émotions mitigées que Richard et Emily éprouvaient, expliqua que Jacques avait été une présence constante et un soutien pour Amelia, en particulier pendant son séjour au sanatorium et après son retour en ville. Jacques, avec un regard compréhensif, commença à parler aux frères et sœurs de l'héritage d'Amelia, détaillant sa générosité et comment elle avait prévu de distribuer sa fortune. Au fur et à mesure qu'il parlait, Jacques révéla des détails supplémentaires sur la vie d'Amelia, mettant en évidence non seulement son succès financier mais aussi l'amour et la compassion qu'elle avait pour son entourage. Il souligna comment Amelia avait lutté pour surmonter ses propres adversités et comment elle avait cherché, jusqu'au dernier moment, à aider les autres et à faire le bien. La révélation sur le testament d'Amelia et les conditions pour l'héritage commença à se dévoiler devant les yeux de Richard et Emily. Ils écoutèrent attentivement pendant que Jacques et l'avocat expliquaient les dernières dispositions d'Amelia. L'héritage, comme ils allaient bientôt s'en rendre compte, n'était pas qu'une question de valeur monétaire, mais portait également un message profond sur la responsabilité et l'héritage qu'Amelia voulait laisser à ses enfants adoptifs. L'atmosphère autour d'eux était solennelle, et la présence de Jacques offrait une nouvelle perspective sur qui Amelia avait vraiment été. Richard et Emily, maintenant confrontés à la réalité du testament et à l'impact de leurs actions passées, commencèrent à réfléchir à ce que cela signifiait réellement de recevoir l'héritage laissé par Amelia. La visite à la tombe d'Amelia ne marqua pas seulement le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, mais les obligea également à affronter les choix qu'ils feraient ensuite et le véritable héritage qu'elle espérait qu'il honorerait. L'avocat ouvrit le testament et, d'une voix solennelle, commença à lire les mots écrits par Amelia. Richard et Emily, le cœur battant, écoutaient attentivement. 98% de ma fortune entière doit être donnée à des institutions caritatives que j'ai soutenues tout au long de ma vie. Les 2% restants, je les laisse à mes deux enfants adoptifs, Richard et Emily, à condition qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Cette somme sera versée sous forme de salaire minimum mensuel jusqu'à épuisement des fonds. S'ils choisissent de ne pas déménager, la somme sera entièrement donnée à des institutions caritatives. Les frères et sœurs étaient stupéfaits. Richard fronça les sourcils, essayant de comprendre les mots qu'il venait d'entendre. Emily, d'abord sous le choc, commença à sentir la frustration.
grandirent alors que les implications du testament devenaient claires. L'héritage promis, qu'il espérait être une grosse somme d'argent, était désormais révélé comme étant une somme bien plus modeste, distribuée sur le temps et avec une condition qu'il n'avait pas anticipée. Richard, d'une voix étranglée, demanda, « Mais qu'en est-il de la fortune qu'elle avait ? Il n'y a rien d'autre pour nous ?» L'avocat les regarda avec un mélange d'empathie et de sérieux. Amelia a été très claire dans son testament. Elle voulait s'assurer que la majorité de son argent soit utilisée pour aider les nécessiteux, comme elle l'a toujours fait. Les 2% restants sont destinés pour vous, mais seulement si vous acceptez la condition de retourner dans votre pays d'origine. Si vous n'acceptez pas, cette somme sera également donnée à des institutions caritatives. Émilie tenta de rationaliser la situation. Mais pourquoi ferait-elle cela? Ne sommes-nous pas toujours ses enfants, même si adoptés? Ne méritons-nous pas plus que cela? Jacques, qui avait écouté en silence, intervint d'une voix calme et réfléchie. Amelia a fait le choix qu'elle croyait être le plus juste et significatif. Elle voulait que vous voyiez la valeur des opportunités et l'importance de recommencer, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de valeur et de contribution à la société. La révélation provoqua un lourd silence parmi les personnes présentes. Richard et Émilie luttaient avec la réalité de leurs nouvelles circonstances. Ils s'étaient attendus à un héritage important qui pourrait leur offrir un mode de vie luxueux et sans souci, mais le testament d'Amelia avait imposé une leçon inattendue. L'avocat poursuivit, expliquant que l'argent qui leur était réservé, s'ils choisissaient de retourner dans leur pays d'origine, serait distribué mensuellement comme un moyen de les aider à redémarrer leur vie. Cependant, s'ils choisissaient de ne pas suivre la condition, le montant serait entièrement donné aux causes qu'Amelia soutenait, comme elle l'avait stipulé. Richard et Émilie faisaient face à une décision cruciale. Ils pouvaient soit choisir de retourner dans leur pays d'origine et de recommencer une nouvelle vie avec la modeste somme qu'ils recevraient, soit rester là où ils étaient et voir l'ensemble de l'héritage donné à des institutions caritatives. Alors que la décision pesait sur eux, Jacques offrit un soutien supplémentaire, se portant volontaire pour fournir des conseils sur ce qui pourrait être fait ensuite. Il savait que la situation était complexe et remplie d'émotions contradictoires. La visite à la tombe d'Amelia et la lecture du testament avaient transformé ce qui semblait être une opportunité de richesse en un défi de caractère et de choix de vie. Alors que le soleil commençait à se coucher, Richard et Émilie se retrouvèrent dans un moment de profonde réflexion. L'héritage promis par Amelia, maintenant chargé de sens et de conditions, les obligea à confronter leurs propres attentes et à décider quel genre de futur ils voulaient vraiment construire. Les frères et sœurs étaient visiblement secoués, assis dans le bureau de l'avocat alors qu'ils traitaient le contenu du testament d'Amelia. Le poids de la décision pesait sur eux, et la colère se mêlait à un sentiment d'impuissance. Richard essayait de rester calme, mais sa frustration était évidente sur son visage, tandis qu'Émilie pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage. Richard, la voix étranglée par la frustration, essayait de comprendre la situation. Nous ne pouvons pas rester ici sans argent ni perspective. Comment allons-nous survivre? Il frappa du poing sur la table, exprimant clairement sa colère dans ses gestes. Émilie, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, regarda l'avocat. N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Ne pouvons-nous pas contester cela d'une manière ou d'une autre? Sa voix était chargée de désespoir. L'avocat, avec une expression compatissante, tenta de les calmer. Amelia a été très claire dans son testament. Si vous n'acceptez pas la condition, tout l'héritage sera donné à des institutions caritatives. Je comprends que la situation est difficile, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Désespérés et avec peu d'options, Richard et Émilie acceptèrent de signer les documents nécessaires. Accepter l'héritage à la condition de retourner dans leur pays d'origine et d'affronter une vie de difficulté était la seule alternative qui leur restait. Le jour du départ arriva, et avec le cœur lourd et des valises remplies de quelques effets personnels, ils quittèrent les États-Unis. Le vol fut silencieux et chargé d'un sentiment de
Défaite. Richard et Emily s'assirent côte à côte, regardant par la fenêtre sans dire un mot. La vie qu'ils avaient connue se désintégrait, et l'avenir semblait sombre. À leur arrivée à destination, ils furent confrontés à la dure et implacable réalité de leur nouvelle environnement. Le pays d'origine était un endroit où le coût de la vie était bas, mais où les opportunités d'emploi étaient rares et les conditions de vie médiocres. Le peu d'argent qu'ils recevaient d'Amelia ne suffisait pas à garantir une vie confortable. Ils furent contraints de chercher des emplois modestes et durent souvent faire face aux difficultés et frustrations du quotidien. L'expérience de revenir dans un environnement plus pauvre et de lutter pour survivre fut un choc pour Richard et Emily. Ils furent confrontés à la dure réalité de leur choix et à la nécessité de s'adapter à une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée pour eux-mêmes. Emily, qui peinait au début à se remettre du deuil d'une vie meilleure, commença à réaliser que le travail acharné et la résilience étaient nécessaires pour survivre. Elle accepta divers emplois. De vendeuse en magasin à ouvrière en usine, et commença à s'adapter à la nouvelle réalité. L'expérience, bien que douloureuse, lui enseigna progressivement à être plus indépendante et à apprécier la valeur de l'effort. Richard, en revanche, eut du mal à s'adapter et à trouver un emploi stable. Sa colère et sa frustration face à la situation le rendaient difficile à vivre, et il dut affronter le défi de rester calme et déterminé pour surmonter les obstacles qui se présentaient. Il commença à rechercher des opportunités de formation et d'éducation pour améliorer ses qualifications, mais les progrès furent lents et semés d'embûches. Tous deux apprirent de l'expérience de manière douloureuse, mais le voyage les obligea à affronter la réalité de leurs actes et à chercher un nouveau but. La vie qu'ils avaient espérée, se transformant en une réalité de luxe et de facilité, était devenue une leçon d'humilité et de persévérance. Les années suivantes furent marquées par des défis et une croissance personnelle. Richard et Emily, bien que toujours en quête d'équilibre dans leur vie, commencèrent à reconnaître l'importance des leçons apprises et travaillèrent à construire une nouvelle vie, loin de l'opulence qu'ils avaient autrefois désirée mais désormais avec une nouvelle perspective sur la valeur de l'intégrité et du travail acharné. Après le départ de Richard et Emily, Jacques et l'avocat restèrent seuls. L'atmosphère était à la fois tendue et soulagée. Jacques était perplexe face à la situation, tandis que l'avocat semblait soulagé de pouvoir enfin révéler la vérité sur Amelia. C'est alors qu'Amelia apparut. Elle était visiblement secouée, mais affichait un léger sourire de satisfaction. Les larmes dans ses yeux n'étaient pas seulement de tristesse, mais aussi de soulagement d'être enfin libre de ses enfants et du sanatorium qu'il avait injustement emprisonné. Amelia serra Jacques et l'avocat dans ses bras avec gratitude. Elle n'avait pas révélé son identité au monde pour protéger sa vie privée et poursuivre sa vie sans subir davantage de traumatisme. La décision d'Amelia de ne pas retourner dans sa ville natale était marquée par le besoin de fermer un chapitre douloureux de sa vie. Au fil du temps, elle trouva du réconfort dans la nouvelle vie qu'elle avait construite. Jacques et sa femme devinrent des amis proches et l'accueillirent comme membre de leur famille. Amelia devint la marraine du fils nouveau-né du couple, une nouvelle relation qui apporta joie et nouveau sens à sa vie. La retraite fut différente de ce qu'Amelia avait imaginé lorsqu'elle était au sommet de sa carrière. La tranquillité de la vie loin des projecteurs et du monde des affaires lui fit réaliser que la simplicité et la compagnie sincère étaient bien plus gratifiantes que le prestige et la richesse. Elle profita de ses journées dans une petite maison de campagne, libérée des soucis financiers et de la pression du monde des affaires. Elle passa du temps avec Jacques et sa famille, aida avec le bébé, et participa aux petites célébrations et moments de joie qui se présentaient à elle. Cependant, la paix qu'Amelia avait trouvée fut temporairement troublée lorsqu'elle apprit que ses entreprises avaient échoué et que ses enfants se trouvaient dans une situation de grande précarité. La nouvelle la laissa avec des sentiments mitigés. Malgré tout ce qui s'était passé, l'amour maternel battait encore fort dans son cœur. La tristesse face à la situation de ses enfants la poussa à réfléchir au passé et à ce qui aurait pu être différent. Amelia décida de ne plus s'impliquer directement dans la vie de ses enfants. Elle voulait préserver la nouvelle vie qu'elle avait construite pour elle-même, loin des erreurs et frustrations
Du passé. Au lieu de cela, elle choisit de faire des dons anonymes à des organisations qui aidaient des personnes dans des situations similaires à celles que ses enfants traversaient. Espérant que cela pourrait apporter un certain soulagement à ceux dans le besoin. Les années suivantes furent consacrées à vivre une vie paisible et significative, profitant de la compagnie de nouveaux amis et de la famille. La gratitude qu'elle ressentait envers Jacques et sa femme l'aida à maintenir à distance la douleur et la tristesse du passé. Bien qu'elle ne revînt jamais à sa vie antérieure, Amelia trouva une nouvelle forme de bonheur et d'épanouissement. Ainsi, l'histoire d'Amelia, marquée par des hauts et des bas, laissa un héritage de réflexion sur l'importance de la famille, du pardon, et de la capacité à trouver la paix intérieure même dans les situations les plus difficiles. Son parcours montra que, même après de grandes adversités, il est possible de repartir à zéro et de trouver le bonheur dans les choses simples de la vie. Amelia quitta le cimetière le cœur partagé. Malgré toute la souffrance et la trahison, l'amour d'une mère restait fort et inébranlable en elle. Elle avait planifié soigneusement chaque détail avec l'avocat et Jacques, pour s'assurer que ses enfants reçoivent une seconde chance, mais d'une manière qui les obligerait à affronter les conséquences de leurs actes. Avec sa décision finale, Amelia légua la moitié de sa fortune à des institutions caritatives. Un geste qui reflétait son désir de continuer à aider les plus démunis, même après son départ. L'autre moitié fut laissée à Richard et Emily, mais sous des conditions strictes. Ils devaient déménager dans le pays où Amelia les avait trouvés et adoptés. Ils recevraient seulement un salaire minimum mensuel, suffisant pour couvrir les besoins de base, jusqu'à épuisement des fonds. Cette décision fut la façon d'Amelia de leur donner une chance de reconstruire leur vie. Mais avec la certitude qu'ils devraient travailler dur pour accomplir quelque chose de significatif par eux-mêmes. Au fil des ans, Amelia resta en contact avec Jacques et sa famille, trouvant réconfort et joie dans la nouvelle vie qu'elle avait construite. Son existence paisible, pleine de nouveaux sens, témoignait de sa force et de sa capacité à surmonter les épreuves. Bien que les défis et la douleur ne disparussent pas complètement, l'amitié et l'affection de Jacques et de sa femme aidèrent à adoucir l'impact des difficultés passées. Elle continua à faire des dons anonymes à des organisations soutenant des enfants aidés. Personnes en difficulté, dans un effort pour s'assurer que d'autres puissent recevoir l'aide que ces enfants auraient pu bénéficier s'ils avaient suivi un chemin différent. Amelia espérait qu'un jour, Richard et Emily trouveraient leur chemin vers la responsabilité et l'intégrité, deviendraient de meilleures personnes, et viendraient peut-être la rechercher pour une réconciliation. Au fil des années, Amelia garda l'espoir que, malgré les erreurs et les mauvais choix de ses enfants, ils pourraient trouver un nouveau but et une nouvelle direction dans leur vie. Elle priait pour qu'un jour, lorsqu'ils seraient prêts, elle puisse les revoir et constater à quel point ils avaient changé. Amelia croyait que chacun méritait une seconde chance et que, même dans les situations les plus difficiles, il y avait de la place pour la croissance et la rédemption. Avec ce sentiment d'espoir et la certitude d'avoir fait de son mieux, Amelia continua sa vie avec gratitude et paix, entourée de ceux qui l'aimaient et l'appréciaient vraiment. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, commentez et partagez. Merci de regarder.